Hey, salut mes petits canards, aujourd'hui un petit tuto, on va je vais vous montrer comment je câble un tableau électrique. Je vais vous donner plein d'astuces et de conseils pour éventuellement vous lancer dans l'aventure si toutefois vous avez un peu des bases en électricité et que vous en sentez capable. Pour ça, rien de mieux que ce chantier pour vous montrer ça parce que on va sans doute passer en revue toutes les étapes du câblage d'un tableau électrique et vous allez voir qu'en fait, si vous suivez bien les conseils, si vous vous documentez un tout petit peu, et ça je vais être très précis sur la documentation, eh bien en fait vous allez vous apercevoir que c'est tout à fait réalisable. Évidemment quand même, je suis obligé de dire que pour tous travaux d'électricité, il faut quand même passer par un professionnel. Donc je ne sais pas trop où est la limite de ce type de vidéo, c'est pas une formation, hein, c'est simplement une petite démonstration et vous jugerez par vous-même. En tout cas, si vous avez des questions à la suite du visionnage de ce tuto, vous n'hésitez pas, vous me les faites dans les commentaires et j'y répondrai autant que possible. Voilà un petit canard, c'est parti, je vous montre vite fait le chantier pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que c'est qu'on va faire derrière ce tableau électrique. Alors déjà le lieu du chantier, ça sera cette colonne GTL qui est à taille grandeur humaine, hein. C'est carrément un petit local dédié. La raison de ça, c'est que c'est ici en fait un cabinet dentaire. On a plusieurs salles de soins avec des fauteuils, une salle d'attente, une salle de stérilisation, une salle de bain pour le personnel et une salle d'hygiène pour les patients. Bref, ça fait un plateau de 100 mètres carrés. Alors c'est du commerce, donc on aura quand même beaucoup de choses, mais vous, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est plutôt pour de l'habitation, mais c'est quand même globalement le même principe. Et en tout cas, je vais vous donner tous les conseils qui correspondent aussi au câblage électrique d'un tableau pour une habitation. Donc, mon petit local technique, il est plutôt gros, hein. C'est une petite pièce, on va dire, d'1 mètre carré, hein. Ça, c'est lié au fait qu'à l'intérieur de cette pièce, en plus du tableau, il y aura d'autres choses. Il y aura des baies de brassage pour les câbles réseau, il y aura aussi l'emplacement pour tout ce qui est box, internet et compagnie. Donc, bref, il y aura un peu de monde là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a dédié vraiment sur les plans un placard dédié à ça. Si c'est pour une habitation, ça sera beaucoup plus simple sans doute, ce sera une colonne GTL ou ce sera un tableau encastré dans le placo à un endroit donné de l'habitation, peu importe, les principes sont les mêmes, vous allez trouver des infos qui vont théoriquement vous aider. Alors quand on regarde ce local, là on se dit que c'est un peu le fouillis, mais en réalité c'est plutôt ordonné. On a globalement tout le courant fort qui sort à droite, c'est ce faisceau là, et il est distingué, en tout cas pour ma part, je le distingue en deux parties. Une partie courant fort qui va jusqu'au tableau électrique. Donc là, j'ai mis en réserve de la longueur qui va quasiment jusqu'au sol, alors que mon tableau va se situer là, hein. Ça, c'est parce que quand on tire les câbles, on ne veut pas être court, donc on en met souvent un petit peu plus. C'est un peu du gaspillage, je vous l'accorde, mais on fait au mieux. Et on a toute une série de câbles qui, eux, sont plus courts. Ça, c'est lié au fait que moi, je fais mes installations électriques en créant toujours sur mes chantiers des boîtes de dérivation pour tout ce qui est éclairage, interrupteur et petite alimentation annexe. Ça, c'est ma manière de procéder. Chacun fait comme il veut, hein. Il y a plusieurs méthodes, mais moi, c'est la manière que j'ai trouvé de ne jamais rien oublier, de simplifier au maximum l'installation pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible à la fin. C'est-à-dire à la fin, il manque un fil dans une gaine, il manque une gaine, il manque un câble, enfin bref. Donc, moi, c'est ma méthode, je vous en parlerai un petit peu dans la vidéo et vous comprendrez sans doute pourquoi je fais ça. Ensuite, donc, on revient sur notre courant fort. Donc, le courant fort, c'est ça, c'est-à-dire que ça, c'est tout le tableau électrique. On a un faisceau qui arrive du plafond et on a aussi un plus petit faisceau qui arrive du sol. Parce qu'en réalité, on a un rez-de-chaussée, mais qui est déjà alimenté avec notre tableau divisionnaire. Donc, en réalité, on n'a pas grand-chose. On a surtout des liaisons entre les deux tableaux. Je vous expliquerai ça. Côté gauche du local technique, on a un ensemble de câbles qui sont isolés du courant fort pour une raison simple, c'est que c'est du câble réseau. Donc, tout ça, c'est du câble réseau, on en a 1, 2, 3, 4, 5 qui arrivent du plafond et on en a encore quelques-uns, genre 6 ou 7 qui arrivent du sol. Donc tout arrive du côté gauche parce qu'on essaie le plus possible de ne pas mélanger le courant classique avec le courant faible. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est que j'aurai une armoire réseau sur le côté gauche de mon espace et mon tableau électrique sur le côté droit. Nous, on va regarder aujourd'hui que le tableau électrique. Si le réseau, ça vous intéresse, peut-être que je mettrai des tutos. Je ne sais pas encore si je vais me filmer pour faire ça. En tout cas, là, aujourd'hui, on parle du tableau électrique. Quand on câble un tableau électrique, quand on est dans ce cas de figure-là, c'est plutôt confortable parce qu'en fait, on va pouvoir organiser tous les câbles, les fils, exactement comme on l'entend. Donc, ça donne à la fin, en théorie, un tableau absolument parfait. Parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne pouvait pas s'organiser, qu'on a dû faire des choses en fonction d'eux. Là, on est plutôt neutre.
Ma boîte de dérivation, elle sera en position haute de ce petit local. Ça sera une grosse boîte en fait de dérivation dans laquelle arriveront tous les réseaux dont je vous parlerai après et qui seront alimentés par 2 ou 3 lignes depuis le tableau qui est 1 mètre en dessous. Okay. Là, la première étape, ça va être simplement de placer mon tableau électrique, de le fixer au mur. Je vais faire des images accélérées tout au long de ce tuto pour les choses qui n'ont pas trop d'importance, mais quand même que ça puisse vous donner une idée des étapes et du travail qu'il y a à faire. Voilà, c'est parti. Alors, ça, on va appeler ça une gaine technique logement, GTL, parce que sans doute que, encore une fois, vous êtes plutôt dans un logement que dans un commerce. La GTL, il y a un premier principe général important, c'est qu'elle a une certaine dimension. Ce n'est pas une dimension en tant que telle, mais c'est une dimension imaginaire, c'est-à-dire qu'une GTL, elle doit avoir une dimension précise, selon la superficie de votre logement, qui oscille entre 45 cm de large, si vous avez un logement de moins de 35 m², et 60 cm si vous avez un logement de plus de 35 m². Donc il faut imaginer, la GTL, c'est un emplacement dédié dans l'habitation, qui fait 60 cm de large, donc à peu près ça, et qui doit être libre de toute chose, c'est-à-dire qu'à l'emplacement où vous avez décidé de mettre votre GTL, soit dit en passant votre câble électrique, il faut qu'il n'y ait rien dans cet espace-là, du sol au plafond, sur une largeur, si votre logement, encore une fois, est plus de 35 m², de 60. Sous-entendu, là, dans l'espace de 60 qui est ici, on ne met rien d'autre que les câbles d'alimentation qui peuvent arriver d'en haut, d'en bas ou des deux, et votre tableau électrique. On ne vient pas, par exemple, ici, mettre une machine à laver le linge, un chauffe-eau, ou quoi que ce soit. En réalité, c'est un espace qui est dédié à ça, donc on n'y touche pas, il est consacré à ça, ça c'est la norme. Première chose. Deuxième chose, il y a la question de la hauteur de votre tableau électrique. Donc là, il y a 2 cas de figure possibles. Soit vous faites un logement pour des personnes accessibles aux personnes à mobilité réduite, et là, attention, c'est un peu complexe, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais logement, accessibilité, mobilité, personnes à mobilité réduite, le tableau doit être à une certaine hauteur. Logement standard, c'est pareil, doit être à une certaine hauteur. En réalité, ce qui compte, c'est la hauteur maximum des disjoncteurs, et particulièrement de la coupure générale. Ça, c'est le plus important en fait. Si vous devez ne retenir qu'une chose, c'est que votre coupure générale, le bouton qui, en une seule opération, va couper tout le tableau, on y reviendra après, et ce bouton doit être dans une hauteur entre 90 cm et 1,80 m. Ça, c'est pour un logement standard. Si on est dans un logement pour personnes à mobilité réduite, il faudrait être entre 90 cm et 1,30 m. L'idée, c'est qu'on ne doit pas avoir de difficulté à accéder au bouton de coupure d'urgence en cas de gros problèmes dans le logement. C'est l'objet, en tout cas la raison de cette norme. Okay, retenez-le. Là, moi par exemple, ici je suis à 1,70 m, donc évidemment sur ma première rangée, même si je mets ma coupure générale tout en haut à gauche par exemple, parce que c'est un peu l'usage, eh bien je serai à 1,60 m, donc je suis bien compris entre 90 cm et 1,80 m. Et donc là, les premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va un peu organiser les câbles. Et en l'occurrence, dans ce local-là, on a donc ce faisceau qui arrive d'en bas, c'est pas grand-chose, et un faisceau un peu plus gros qui arrive d'en haut. Okay, il est là. Donc là, ici, en partie haute, à gauche, je vais avoir une goulotte. Une goulotte pour que ce soit une goulotte fermée, ce type de goulotte-là. Bon, c'est pas celle-là, mais ça sera ça. Et en bas, j'aurai la même chose, ou voire même une plus petite. On va voir ce qu'on trouve sur notre chantier. Ça, ces goulottes, elles sont là pour protéger les câbles. Même si, sur le principe, un câble comme ça, un RODV, peut rester tel que, dans la mesure où il est bien accroché. Là, on va préférer, pour des raisons esthétiques, mettre un petit morceau de goulotte en bas, un petit morceau de goulotte en haut. La goulotte d'en haut, elle ne prendra que le faisceau qui est ici, là, dans ma main gauche, qui descend au tableau électrique. Elle ne prendra pas la boîte de dérivation. La boîte de dérivation, elle sera là-haut, donc pas de problème. Tout ce faisceau rentrera dans la boîte de dérivation. Et on aura quelques câbles qui remonteront du tableau pour aller alimenter ma boîte de dérivation. Ça, j'y reviens tout à l'heure.
électrique, on va le faire en plusieurs jours, hein, parce que là j'attaque, il est fin d'après-midi. Et puis, pour tout dire, il reste un peu encore quelques lignes à tirer, mais peu importe. Vous allez tout voir, rassurez-vous. Là, voilà, j'ai installé mon réseau de goulottes. Donc ça, c'est mon réseau de goulottes qui va partir d'en haut et partir d'en bas. Ce réseau-là, il est principalement fait pour l'esthétique, d'accord. Une goulotte en bas qui reprend les quelques lignes qui arrivent d'en bas, il n'y a pas grand-chose. Et là, j'ai été obligé de mettre 2 goulottes en haut, mais si j'avais mis qu'une seule goulotte, c'était exactement la même chose. Complètement à droite, là, vous observez une boîte de dérivation avec cet ensemble de réseaux qui arrive dedans. Ça, c'est donc tous mes points lumineux, interrupteurs, enfin, tout ce qui concerne la boîte de dérivation. On en reparlera après. Et tout ça, c'est mon réseau. La première chose importante, et c'est la clé du succès d'une installation électrique, c'est même, je dirais presque, la clé du succès de l'électricien, c'est l'étiquetage des lignes. Okay, l'étiquetage des lignes, c'est capital. Si vous en êtes au stade en regardant cette vidéo où vous n'avez pas tiré toutes vos lignes ou vous n'avez pas tiré du tout, je vais un peu vous montrer comment moi j'ai l'étiquette et ça va vous donner une petite idée. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on fait des installations électriques, des fois, on tire un câble, on le place à un endroit et on se dit, bon, ça va, ça je sais ce que c'est, je m'en souviendrai. Bon, ça marche une fois, ça marche 2 fois, mais la troisième, ça marche plus. En pratique, dans la vraie vie de tous les jours, on commence des chantiers, parfois on les attend un petit peu, on les laisse attendre, on fait autre chose en attendant. Et puis quand on y revient, en fait, ce qu'on pense être acquis, en fait, en réalité, on l'a oublié et c'est très dur. Donc il faut être méthodique et se dire presque, quand vous faites votre installation électrique, vous tirez vos lignes, il faut presque se dire, bon, il faut que ce soit suffisamment clair pour que quelqu'un d'autre prenne ma suite et comprenne les indications que j'ai mis dessus. D'accord? Donc je vais vous montrer, donc tout est étiqueté, moi, chaque fois que je tire une ligne, elle est étiquetée. Alors le principe des étiquettes, c'est ça. Je fais un tour autour du câble et puis je crée une étiquette. Ça, je vais vous montrer comment je fais tout à l'heure. Mais voilà, vous voyez que tous mes câbles sont étiquetés. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'éclairage F2, donc éclairage du fauteuil numéro 2. Ça, là, ici, éclairage extérieur. Ça, c'est des éclairages de façade. Ça, c'est l'éclairage hall d'entrée. Ça, c'est interrupteur bureau. Ça, c'est interrupteur fauteuil 2. Bon, vous m'avez compris, d'accord? Tout est étiqueté. Ça, donc principalement, c'est de l'éclairage, c'est-à-dire c'est tous mes câbles qui arrivent au plafond. Alors ça, c'est des lignes, hein. Donc c'est simplement, moi, j'ai simplement un câble qui arrive ici à ma boîte de dérivation et qui va alimenter une série de spots. Par exemple, ici, c'est la salle d'attente du cabinet dentaire. On a 5-6 spots. Ces 5-6 spots, ils sont en ligne et ils arrivent ici. Et arrivé ici, ben, j'ai un RO2V qui s'appelle éclairage salle d'attente. Là, on est côté, donc de l'autre côté de la porte, on est côté réseau classique. Qu'est-ce qu'on a? On a aspiration centralisée. Donc ça, on est chez un dentiste, vous savez. Donc c'est un espèce d'appareil qui vient aspirer tout ce qu'il y a dans votre bouche. Une fois qu'ils vous font par exemple un détartrage, ben, ça vient aspirer la salive, le machin. Et puis c'est un drôle d'appareil. D'ailleurs, ça vaut cher, hein. C'est un appareil qui va décanter l'eau et l'air et qui va permettre à l'eau de retrouver un circuit d'évacuation gravitaire classique et il va permettre de recycler l'air et le filtrer. Là, on a quoi? Chauffe-eau. Ici, on a quoi? Alimentation gainable. Donc, c'est la pompe à chaleur parce qu'on a installé un gainable ici. Alimentation du fauteuil numéro 2. Ici, PC, donc PC du fauteuil numéro 2 plus PC stérilisation. 12 unités, ça je vous en parlerai après, ça veut dire que cette ligne-là reprend 12 prises, ce qui est le maximum sur une ligne de 5. Ça, c'est le sèche-serviette de la salle de bain du personnel, ça c'est la cuve à ultrasons, ça c'est la VMC, câblée en 4G1.5, comme ça j'ai la petite et la grande vitesse directement au tableau. Bref, vous l'aurez compris, tout est étiqueté de manière très précise. Et là, donc ça c'est un étiquetage, mais c'est un étiquetage de chantier. C'est-à-dire vous tirez vos lignes, il n'y a encore rien, il n'y a pas de placo, il n'y a rien du tout. Vous tirez en enfilade, vous étiquetez en permanence. Alors vous étiquetez principalement au tableau, parce que quand votre câble arrive, par exemple ici, là, j'ai pas besoin d'étiqueter ce câble-là. Je sais que c'est de l'éclairage, d'accord. En revanche, si par exemple, ici vous avez, là par exemple, on a 2 prises. 2 prises et une prise réseau, d'accord. Si par exemple sur les 2 prises il y en avait une qui était spécialisée, bon bah là il faut l'étiqueter ici. Si vous l'avez pas, si c'est des prises courantes, c'est bien, il n'y a pas besoin. Vous savez que c'est des prises, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. Après, nous on avait beaucoup de choses, hein. Dans chaque pièce on a ça. C'est un gainable AirZone avec des télécommandes programmables. Ça c'est la télécommande principale. Et ici par contre, là c'est un festival, hein. Là, ici par exemple, on a une ligne spécialisée pour une imprimante 3D.
Ici, on a une ligne spécialisée pour une cuve à ultrasons et ici, une ligne spécialisée pour un autoclave. Voilà. C'est un exemple, ok. Ça, c'est 2 prises classiques. Bon, voilà, bref. Vous m'avez compris, l'étiquetage, c'est capital. Et là, au stade où on en est, en fait, ça va être le premier gros boulot, ça va être ça. Ça va être, en fait, de dénuder tous ces câbles, ces gaines, et de faire en sorte que tout rentre dans le tableau électrique dénudé, mais en gardant l'étiquetage. Donc, en pratique, qu'est-ce qui va se passer? En pratique, je vais prendre, par exemple, une ligne là. Imaginons qu'elle arrive ici. Donc, la règle, c'est laquelle? La règle, c'est que pas de fil nu. Alors, dans une goulotte, on aurait le droit. Mais par exemple, si j'étais pas dans une goulotte, mais dans un doublage placo, parce que je suis encastré, les fils nus ne doivent démarrer que dans la mesure où ils ont passé le capot supérieur de votre tableau électrique. Donc, moi, je vais garder ça comme principe. C'est-à-dire qu'en fait, là, mes câbles, ils vont arriver là. Je vais garder un petit centimètre ici qui rentre dans le tableau électrique. Et à partir de là, je vais dénuder jusqu'au bout. Au passage, à chaque fois que je vais faire ça, je vais refaire une étiquette chauffe-eau. Et je vais la placer sur mon câble, je vais vous montrer à quel endroit. Donc finalement, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver là, à moyen terme, tout mon réseau de câbles qui rentre dans le tableau électrique. Les RO2V s'arrêtent là, à partir de là, ce n'est plus que du fil électrique. Ce que je vous dis, c'est valable pour les gaines aussi, d'accord? À partir de la limite supérieure du tableau électrique, dès qu'on est rentré dedans, hop, on bascule, on est en fil. Et un tableau électrique, il faut l'organiser le mieux possible, et c'est l'objet de cette vidéo. Donc vous allez voir un petit peu toutes les étapes pour bien organiser votre tableau. Et ensuite, je vais vous parler de comment on fait la répartition des lignes sur chaque rangée, quel type de protection on met. Et pour ça, je vais vous révéler mon petit secret. C'est comment je fais, parce que je ne fais pas que de l'électricité moi dans mon activité, je fais plein de métiers. Donc du coup, je ne peux pas avoir des réflexes de par cœur sur tout. Donc j'ai mis en place des petites méthodes toutes simples, hein, qui seront intéressantes, je pense, pour vous, pour faire des tableaux électriques bien équilibrés et aux normes, d'accord? L'idée de respecter une certaine répartition de toutes vos lignes sur 1, 2, 3, 4 rangées, selon vous avez. Là, moi, j'ai 3 rangées de 18 modules. Vous, dans l'habitation, vous aurez plutôt des rangées de 12 modules. Ou 13, je sais plus, non, 12, je crois. Donc, vous aurez plutôt des tableaux de, par exemple, 3 rangées de 12 modules. Ben, ça, il faut les équilibrer. Il faut que les interdifs qui sont en tête de chaque rangée supportent la quantité de disjoncteurs et de lignes que l'on met derrière. Et pour ça, il y a des petites règles, parce qu'il y a aussi des interdifs qui sont de certaines sortes et d'autres. Parce qu'il y a aussi des interdifs qui sont d'un certain type. Et donc, ça correspond à des lignes bien précises. Tout ça, je vais vous l'expliquer. Alors, première chose, il y a la problématique de la longueur. Donc, la problématique de la longueur, il faut garder quand même une longueur qui soit, quelle que soit la ligne à ce stade, optimale, d'accord? Le fil sur lequel, dans ces cas, on a besoin de plus de longueur, c'est le fil de terre, le vert jaune, d'accord? Qui va être relié à la barrette de pontage des terres qui est tout en bas, d'accord? Donc, imaginons par exemple sur une des lignes, on va prendre celle-là, on imagine que je rentre ici dans le tableau électrique. Alors, mes lignes vont suivre un certain circuit dont je vais vous parler après, mais globalement, moi, ce que je fais, c'est que toutes les terres, je les fais passer sur le côté du tableau, d'accord? Pour que ce soit le mieux organisé possible. Ce qui est très important, et ça, vous allez le retrouver tout le long de cette vidéo, c'est l'organisation des fils dans le tableau électrique, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose qui soit clair. Clair notamment pour quand on fera du dépannage dans 5 ans, qu'on ne se souviendra pas de l'installation, qu'il y aura une petite modif à faire sur quelque chose. Il faut que quand on ouvre le tableau, on ne cherche pas pendant des milliers d'heures les câbles parce que c'est trop désorganisé. D'accord? Donc moi, mon fil de terre, il va démarrer d'ici parce qu'il sera dénudé le câble à partir de là. Je vais le faire passer comme ça sur le côté ici. Je vais le faire descendre le long de mon tableau électrique ici, puis revenir là. Et là, je vais me raccorder à ma barrette de pontage. Donc on va dire que ma longueur type, d'accord, c'est ça. Globalement, à la distance de ce câble, je sais que je peux tout couper, ça pose pas de difficulté. Donc qu'est-ce que je fais? Tiens, je prends un autre câble, celui-là, c'est la cuve à ultrasons, on va s'occuper de la cuve à ultrasons. Allez. Alors, de quoi on a besoin comme outillage quand on fait ce type d'intervention? On a besoin de ça. Une pince Facom d'électricien, enfin Facom, non. Une pince d'électricien, d'accord? C'est une pince coupante qui coupe plutôt bien. Rouleau de scotch blanc, moi je n'achète que des rouleaux de scotch blanc. Je
je pense que c'est le plus intéressant. Un marqueur indélébile, une pince à dénuder, un jokari pour dénuder les câbles, un cutter éventuellement, ça peut toujours servir. La cuve ultrason chez un dentiste, ça sert à nettoyer, à stériliser les outils. Okay, donc ce câble-là, c'est la cuve ultrason, je le sais, il n'y a pas de problème. Je prends mon câble de référence, qui est mon câble qui me permet d'arrêter la longueur. Je mets ici, je peux couper, je sais que je suis bon. Okay, donc là, à ce stade, le seul câble qui est coupé et non étiqueté, évidemment, c'est celui que je suis en train de faire. Là, je rentre dans mon tableau électrique, je prends un petit centimètre de marge, je prends mon jokari, je viens me mettre à cet endroit-là, et là, je tire jusqu'en bas. Là, j'ai dénudé mon câble. Ok, je l'ouvre, je récupère mes 3 fils dedans, je tire dessus. Quand ça s'arrête, ben, je m'arrête parce que je sais que je suis à la bonne limite. Je prends ma pince d'électricien, je coupe. Là, je sais que mon câble rentre dans mon tableau électrique d'un petit centimètre et demi. À partir de là, je suis libre. Donc là, ce qu'on va faire, une petite chose importante, c'est que je prends ma terre, je la sors de ma phase et de mon mètre. Je la mets sur le côté comme ça. Et là, maintenant, je vais étiqueter celui-là. Donc là, ça vous donne l'occasion de voir comment j'étiquette mes lignes. Alors, toutes mes lignes, globalement, je vais les étiqueter à ce niveau-là du tableau électrique, d'accord? Pour que globalement toutes mes étiquettes soient au même endroit. Si dans quelques années je cherche mes câbles et que je cherche à savoir qu'est-ce qui est quoi, je sais que toutes mes étiquettes sont par là. J'ai qu'à tirer avec une pince les fils qui m'intéressent et je finirai par arriver à lire mon étiquette. Alors comment je fais mes petites étiquettes? Je vais vous montrer ça. Donc je me mets ici, c'est à cette hauteur-là que je vais étiqueter. Donc ça, là, je me mets ici avec mon scotch blanc. Je fais 2 tours un petit peu serrés. Là, je tire, je prends du rame, je viens plier comme ça, je plie, et ici, je peux couper là, et j'ai plus qu'à replier mon bord. Là, ça fait une étiquette qui va bien résister dans le temps, pas de problème. Et ici, qu'est-ce que je vais marquer? Je vais marquer cuve ultra son. Vous m'aurez compris. Voilà, ce câble, il est fait. Et mon câble de terre, quel est le chemin qu'il va passer? Qu'il va prendre? En 2 mots, c'est ça. Là, il y aura une pliure ici, il descendra ici, il y aura une pliure là, il viendra se raccorder à la barrette de pontage. Mais pour l'instant, à ce stade, on s'en fiche, c'est pas ça l'objet. Là, l'objet, c'est simplement de préparer et d'avoir enlevé l'étiquette de mon fil de terre. C'est-à-dire qu'on étiquette que la phase et le neutre. Là, maintenant, en enfilade, je vais tout préparer. Et peut-être pas ce soir parce que là il est tard, donc je vais rentrer chez moi. Mais je vais tout préparer de cette manière-là, ce premier faisceau, puis les autres. Et je vais me retrouver qu'avec du fil, tous étiquetés à peu près au même endroit. Et puis je vous montre la suite. Bon voilà mes petits canards, c'est tout réétiqueté et tout préparé, vous allez le voir juste après. En gros j'ai tout dénudé pile à la bonne hauteur ici, j'ai toutes mes lignes qui viennent là, j'ai 3 lignes ici dont je vais vous parler rapidement parce que c'est important que vous compreniez la démarche. Et à chaque fois que j'ai eu dénudé les câbles et renoté mes lignes, je les ai toutes remarquées ici, d'accord? Ne serait-ce que déjà dans un premier temps pour contrôler bien que j'ai 22 lignes différentes et que j'ai bien 22 câbles en tout et pour tout qui arrivent. Ça, c'est pour faire un petit peu en fait la liste de tout ce qu'on va devoir caser dans le tableau. Et c'est à partir de cette liste-là que je vais faire ma répartition entre les différentes lignes. J'ai 3 rangées, donc 3 interdifs à chaque fois, et je vais me répartir ça de la manière la plus intelligente possible. Alors là, c'est un commerce avec beaucoup de lignes spécialisées, ça sert à rien que je vous en parle. Par contre, je vais quand même vous parler de comment on fait quand on est dans son habitation et qu'on veut faire sa répartition sur les 3 lignes. Dernière chose, la petite chose que j'ai faite, c'est que vous vous souvenez que là-haut, j'ai ma boîte de dérivation. Donc tout ça, c'est mon réseau de lumière et d'interrupteurs, d'accord? Mais toutes ces lumières et ces interrupteurs du local que vous avez là, eh bien, il faut les alimenter. Donc j'ai compté le nombre de points lumineux total que j'ai dans le cabinet dentaire et j'en ai 28.
Donc 28, je vais tirer, donc pour tirer 28 points lumineux, je vais tirer 3 lignes d'éclairage, d'accord? Ça sera l'éclairage 1, l'éclairage 2, l'éclairage 3. Et on les retrouve ici, éclairage 1, éclairage 2, éclairage 3. Ça, c'est les 3 lignes que j'ai fait monter à partir du tableau électrique et qui vont aller à la boîte de dérivation, qui alimenteront ma boîte de dérivation. Alors, je fais un petit complément d'information au sujet du nombre de points lumineux et du nombre de lignes qui vont les alimenter. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu... Il faut savoir que la norme en vigueur aujourd'hui, c'est la norme C1500. Ça, c'est une norme qui est maintenant relativement ancienne et en tout cas qui ne prend pas en considération le fait que dans son habitation ou même dans un cabinet dentaire comme celui-là, on a aujourd'hui plus quasiment que du LED en guise d'éclairage. La norme, elle est restée encore sur les anciennes ampoules à incandescence, les halogènes, etc., etc. Donc on est malheureusement dans une règle qui consiste à dire que sous un disjoncteur 16 ou 10 ampères, on ne peut mettre que 8 points lumineux maximum par ligne. Alors, si on fait le calcul comme ça, on va se dire que 28 points lumineux sur 3 lignes, c'est insuffisant, évidemment. Sauf qu'il y a eu quelques précisions qui ont été apportées, mais je vous l'accorde, c'est pas du tout clair et c'est dommage qu'ils ne se mettent pas à la page et au bout du jour pour un peu clarifier les choses. Il y a des notions avec les principes de consommation de délai qui font qu'en gros, on peut augmenter ce nombre de points lumineux. Je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail, non, c'est un peu compliqué, mais si je la fais brève. Avant, c'était 8 points lumineux par ligne d'éclairage sous un disjoncteur 10 ou 16 ampères. Prenons par exemple si c'est un 10 ampères, on aurait pu mettre dessus donc la somme de 2300 watts d'éclairage. Et si c'était un 16 ampères, ça aurait été 230 x 16, je ne sais plus exactement, mais 3000, peut-être 3500 ou 3600. Bon. Avant de commander 3600 watts par ligne d'éclairage sur du LED, il faut qu'on se lève tôt, hein, il faut en mettre des centaines. Le seul problème, c'est que la règle dit quand même qu'on doit mettre 8 points lumineux. Ils ont apporté une petite précision, ce qui consiste à dire que par pièce, 8 spots LED par exemple ne puissent compter que sur un point lumineux, dans la mesure où on dépasse par pièce 300 volts ampères. Bon, ça c'est des petites, c'est des choses qui peuvent faire l'objet d'ailleurs d'un tuto différent. Si vous cherchez bien, vous trouverez l'information, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, d'abord, le plus important, c'est de ne pas surconsommer. Donc, sur un disjoncteur 10 ampères, 2300 watts, faites le calcul de votre consommation LED, et sur un disjoncteur 16 ampères, 3600 watts à la louche. Si on part sur l'idée de mettre du LED, honnêtement, ça voudrait presque dire que dans tout le cabinet dentaire, là, sous un 16 ampères par exemple, je pourrais mettre tout l'éclairage. Je ne vous invite pas du tout à faire ça. Simplement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut pondérer un petit peu cette règle et l'adapter à son cas de figure, à soi. Et je vais vous parler simplement d'une chose, c'est qu'en fait, au-delà du nombre total de points lumineux qu'on puisse mettre sur une ligne, dans un tableau électrique, on parle aussi de sélectivité. La sélectivité, c'est quoi pour un électricien? C'est l'idée, simplement, je vous explique le principe, c'est que on ne mette pas tous les éclairages sur un disjoncteur. Pourquoi? Parce que si un jour il y a un problème sur une ligne d'éclairage, par exemple, dans l'habitation ou dans un commerce, peu importe, eh bien, si on a plusieurs lignes d'éclairage, on aura toujours un petit peu de lumière dans une pièce et plus dans l'autre. Donc en fait, on essaie un petit peu d'équilibrer. Par exemple, on dit aussi que dans un petit logement, dans un tout petit logement, il faut au minimum 2 circuits d'éclairage. Pourquoi? S'il y a un problème sur un des 2 circuits d'éclairage, on sait qu'on a un tout petit peu de lumière dans certaines pièces qui vont permettre de créer le minimum vital, quoi. Voilà. Donc ça s'appelle la sélectivité et ça c'est quand même quelque chose d'important. C'est toujours intéressant de se dire que par exemple dans son habitation on a 3 circuits d'éclairage, un pour par exemple la chambre 1 et le salon, un pour la salle de bain et la chambre 2 et un dernier pour les autres pièces. Ça permettra de pouvoir un petit peu, s'il y a des problèmes ou des pannes ou quoi que ce soit, de déjà se guider par rapport au disjoncteur et ensuite d'avoir toujours un peu de lumière dans l'habitation. Ça s'appelle la sélectivité mais c'est pas l'objet du tuto. Donc moi là, en pratique, 28 points lumineux, 3 lignes d'éclairage, ça suffit largement. Si je fais la consommation de mes spots LED, c'est 3 fois rien, parce qu'en fait, les LED maintenant, ça consomme plus grand chose. Voilà. Je vais commencer par dévisser ça, ça et ça. Ok, comme ça, j'aurai pas à chaque fois à passer les fils derrière. C'est démontable, c'est fait pour ça et c'est plutôt pas mal. Alors je dévisse la vis. Bon, alors voilà où on en est. Là, les terres, elles sont organisées simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, là, j'ai refermé un petit peu les capots. Ça n'a pas bougé pour l'instant. Toutes les terres, je les ai amenées sur le côté ici. Là, pour l'instant, vous voyez, j'ai simplement mis du scotch pour les faire tenir. Et elles descendent ici comme ça. Voilà.
toutes ces terres là, je vais les accrocher correctement et les raccorder aux borniers qui sont là. Ensuite, je vais commencer ma répartition. Alors, pour faire ma répartition, j'ai fait un petit exercice, mais qui ne va pas beaucoup vous intéresser dans votre cas, mais je vais quand même vous renseigner pour vous. J'ai fait un petit exercice qui consiste à côté de chaque ligne qu'on a inventoriée précédemment, là, mettre les disjoncteurs, les capacités des disjoncteurs en ampères que je compte utiliser. Tout ça m'a permis de faire un petit topo sur ce dont j'avais besoin. Bon, tout ça, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance parce que ça, encore une fois, c'est pour un commerce. Et a priori, il y a toutes les chances que ça ne vous intéresse pas. Par contre, je vais vous révéler ma petite astuce sur la manière dont je fais la distribution de mon tableau électrique. C'est-à-dire de la manière dont je vais globalement dans une habitation déterminer si je vais faire un tableau, une rangée, deux rangées, et puis qu'est-ce que je vais mettre sur chaque rangée et comment je vais grosso modo calibrer mes ampérages. Il y a plein de façons de faire, et si je me réfère aux règles et aux choses qu'on a apprises, eh bien, on peut tout déterminer soi-même, tout seul. En réalité, il y a quelque chose qui fait gagner beaucoup de temps, et un électricien comme moi, sachant que je ne suis pas que électricien, donc peut-être qu'il y a des électriciens qui poussent un peu plus le truc plus loin, mais objectivement, à mon sens, il n'y a pas besoin. Un électricien comme moi se facilite la vie, et je vais vous révéler comment je fais pour me faciliter la vie, et vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Il s'agit d'un petit livret. C'est une sorte de petit memento que j'ai dans ma caisse électricité qui est là. C'est ça. Voilà. Ça, bon, il est usé, hein. Il est même rincé le truc. Ça, c'est un petit memento d'une marque qui est marquée ici d'appareillage électrique, enfin de tout, hein, disjoncteur, appareillage. C'est une marque française qui publie des petits mementos comme ça, mementos d'installation électrique dans l'habitat. Ça, vous allez le trouver facilement. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en papier, mais très facilement, vous allez trouver toutes ces marques, Legrand, Agère, etc. Ils ont tendance à publier des petits mementos, des petits rappels de normes. Ok. Donc avec ça, on a des choses relativement intéressantes. D'abord, vous allez retrouver globalement un résumé de toutes les normes dans l'habitation. Donc, si vous êtes dans le cas de figure où vous n'êtes pas forcément électricien, mais vous faites des travaux chez vous, eh bien, vous allez trouver plein d'infos judicieuses, ça c'est sûr. Et puis, pour ce qui est du tableau électrique, je vais vous montrer dans le petit livret qui est là. Voilà, je vais corner la page. On a ce genre de schéma, et ce genre de schéma, je vous invite à trouver le vôtre sur Internet. C'est relativement bien fait parce que en fait, ce sont des schémas de principe, d'accord? Et là, par exemple, ce schéma de principe-là, c'est pour un tableau donc de rangée, ça va pour du studio au F1 avec une surface inférieure ou égale à 35 mètres carrés. Là, on est du T2 au T4 pour une surface comprise entre 35 mètres carrés et 100 mètres carrés. Là, on retrouve 3 rangées sur le tableau électrique. Ici, F5 plus 100 mètres carrés, la solution minimale. Allez, on va s'occuper de celle-là pour un tout petit peu la commenter pour que vous ayez une petite idée. Qu'est-ce qu'on voit sur ce genre de choses? On voit déjà qu'ici, on parle, ça c'est peut-être du chinois pour vous, mais ça c'est un disjoncteur d'abonnés. Donc c'est le disjoncteur qui est à côté de votre compteur électrique. Disjoncteur d'abonnés, il est de type S parce qu'il est sélectif, mais bon bref, ça c'est des détails, on s'en fout. On est sur le tableau électrique, nous, donc le tableau électrique ça commence ici, là. 1, 2, 3, 4 lignes, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a 4 rangées sur ce tableau électrique. En tête de chaque rangée, on va retrouver pour le premier un 40 ampères type A, interrupteur différentiel, un 40 ampères type AC, un 63 ampères type AC et un 40 ampères type A. Ça, ce sont des tableaux type. Derrière ça, vous allez retrouver sur chaque rangée ce que vous pouvez éventuellement mettre. Ici, plaque de cuisson, lave-linge, circuit d'éclairage 1, circuit d'éclairage 2. Alors, plaque de cuisson et lave-linge, on a pour usage de les mettre sous le type A, d'accord? C'est le seul type A des 4 interdifs là, qui est en type A, les autres sont en type AC. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a un interdisjoncteur différentiel qui est différent, qui est le type A, et qu'on privilégie en particulier pour y mettre le lave-linge, d'accord? C'est un petit peu plus cher, ces interdifs-là, que ceux-là, donc vous allez me dire, on aurait peut-être tout pu mettre en A, mais en réalité, c'est pas nécessaire. Voilà, donc on constate là que sur la rangée 1, ils ont mis les plaques de cuisson, le lave-linge et 2 circuits d'éclairage. Sur la rangée 2, ils ont mis 5 circuits de prise, ça c'est une VMC et ça c'est un avertisseur sonore, bon ça doit être la sonnette. Sous le 63 ampères, alors 63 ampères calibré un peu plus haut, ils y ont mis les circuits chauffage, d'accord, parce que effectivement ça peut y aller, et ils ont mis aussi le chauffe-eau avec le contacteur jour-nuit pour les heures pleines, heures creuses. Et enfin, rangée 4, c'est un 40 ampères type AC. Ils ont remis des prises spécialisées pour un sèche-linge, un four et un lave-vaisselle.
Voilà. Et 2 circuits d'éclairage. Donc voilà, ça c'est un tableau type. Je vous invite à trouver ce genre de schéma. Alors, intéressez-vous quand même à la source, hein, d'accord? Et si vous êtes chez une grande marque de fabricants de matériel électrique, il y a peu de chances que vous trouviez des énormes erreurs, mais si vous voulez faire votre répartition facilement, efficacement et être dans le vrai, eh bien suivre ce type de manuel, c'est très intéressant. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien allez voir des tutos sur YouTube où on vous explique à calculer comment on calcule les consommations max de chaque ligne. Il y a des méthodes de calcul, il y a certains types qu'on prend à 100%, d'autres qu'on divise par 2, enfin bref. Il y a des petites règles, mais on ne peut pas tout expliquer dans ce tuto. En tout cas, juste pour la petite astuce et pour votre distribution et votre répartition sur votre tableau électrique, n'hésitez pas à utiliser ce genre de méthode. Donc moi là, ça y est, j'ai fait un petit peu l'inventaire de tout ce dont j'avais besoin et donc maintenant je vais composer mes 3 lignes de tableau électrique. J'ai fini par recevoir l'ensemble des colis de mes disjoncteurs modulaires. Donc là on a les interdifs et un intersectionneur de coupure et ici j'ai tous mes disjoncteurs. Ça a été la croix et la bannière parce qu'avec cette fin de Covid, là, les fabricants de composants électroniques, électriques, etc., ils sont à la rue. Donc en fait, ça a été hyper compliqué. J'ai tout reçu au compte-gouttes. Voilà, donc là, j'ai fait ma répartition. J'ai placé en fait, donc là, mon interdisjoncteur de coupure, ça je vais vous expliquer après de quoi il s'agit. Les 3 interdifs, d'accord, et ensuite ma série de disjoncteurs. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est que sur chaque disjoncteur ici, vous voyez, j'ai marqué là, éclairage 2 et PC2 par exemple. Donc en fait j'ai noté sur mes disjoncteurs l'ensemble des lignes que je vais devoir câbler. Ok. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est qu'à partir de ça, je vais reprendre mes barrettes qui vont dans le tableau électrique. Alors ça c'est un tableau où les barrettes, non les barrettes se démontent toujours hein, de toute façon dans les tableaux. Vous n'êtes pas obligé néanmoins de faire ça. Voilà, je vais prendre ça et je vais ici me placer l'ensemble de mes éléments sur mes barrettes et une fois que je les aurai placés, je vais vous montrer ce que je fais. Mes 3 rangées sont prêtes. Avant de les passer sur le tableau, je vais m'occuper des terres. Okay, là, mes terres, elles vont aller comme ça, là-bas au fond. Donc là, je prends des petits riselants et je vais me servir des petits trous que j'ai là-bas au fond. Hein, enfin, des petites barrettes qui servent exprès à ça, pour pouvoir accrocher des riselants, pour pouvoir venir fixer ces câbles pour que ce soit propre et bien organisé. Okay, pour l'instant, je ne serre pas les choses, simplement je me mets comme ça, à peu près bon, et je vais mettre plusieurs riselants. Là, vous voyez quoi? Vous voyez que je me suis mis à la taille ma ceinture à outils, d'accord? Ce qui me permet d'avoir un peu toutes mes pinces importantes. Dans les tableaux électriques, ce genre de pince à bec fin comme ça, alors coudé ou pas coudé, c'est pas mal parce que ça permet d'organiser correctement les câbles, d'accord? Globalement, dans un tableau électrique, un truc qui est important, c'est que les câbles fassent un chemin qui soit facile visuellement à identifier, d'accord? C'est d'un point de vue d'abord esthétique important parce que les électriciens, nous, on a tendance un peu à se masturber sur la qualité visuelle de nos tableaux électriques. Je sais pas si j'aurais dû dire un truc comme ça dans la vidéo, mais bon. Moi, vous aurez compris l'idée. Donc c'est vraiment qu'en fait on est un petit peu, on aime bien fantasmer là en voyant un peu la qualité esthétique des tableaux qu'on peut câbler. Bon voilà, c'est vraiment un truc un peu con, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'en fait un tableau électrique bien ordonné, ça inspire confiance. C'est plus facile ensuite pour faire des dépannages dans les années à venir parce que on a tendance à facilement trouver un petit peu les choses qu'on cherche. Et accessoirement, tous les électriciens font comme ça. Donc c'est aussi ce qui permet visuellement au premier coup d'œil quand on regarde un tableau électrique de se dire ah ben ce tableau électrique il a été fait par un professionnel ou non. Voilà. Donc là ici je dois rentrer ici, donc je vais faire ma pliure juste avant la première, vous voyez. Là, je suis à peu près bon et je fais la même pliure dans ce sens-là. Et là je coupe au même endroit et je dénude. Je reviens ici et là je viens me clipper dedans. Une fois que je suis clippé dedans, j'anime bien les 2 câbles et je tire dessus pour être sûr qu'ils soient bien câblés, etc., etc. Là, câblage des terres, c'est fini. Là, j'enlève mes petits riselants.
Hop, on ne parle plus. On va attaquer les rangées. Bon, donc là, à ce stade, je sais que là, j'ai première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Je sais que certains câbles vont sortir sous la première rangée, d'autres sous la deuxième et enfin d'autres sous la troisième. Je vais commencer un peu à organiser mes câbles pour que ce soit le plus clair possible, d'accord? Il faut donc que vous ayez en tête ce que vous devez câbler sur quelle rangée. Donc vous avez fait votre petit plan. Là, moi ici, je suis par là. Là, je vais commencer avec la clim en 32 ampères. Donc c'est un gainable. Donc ça veut dire que le gainable là, je vais l'organiser pour qu'il descende à peu près plutôt côté gauche et qu'il revienne devant nous à peu près à ce niveau-là, d'accord? Ça sera mon gainable. De la même manière, juste à côté du gainable, j'ai le airzone. Allez, là tous mes câbles sont organisés, donc à partir de maintenant j'ai un peu plus une idée de ce qui va sortir en première rangée, en deuxième et en troisième. Donc c'est le moment de prendre ma première rangée et de venir la positionner dans sa position définitive. Si on a le choix, là, c'est bien en fait de faire son câblage tout de suite parce que ça va enlever des fils au milieu, ça va permettre de mieux appréhender la rangée numéro 2. Ok. Donc là, j'ai un petit peu préplacé l'ensemble de mes lignes, ce que vous m'avez vu faire en accéléré là. Et la première chose à noter, c'est que pour bien organiser les choses, il faut que les câbles qui montent dans votre tableau là aient tous la même pliure, c'est-à-dire tous la même profondeur de pliure. S'il faut légèrement les replacer et refaire votre pliure du fond, vous la refaites. Ok. Ça c'est dans le but d'être le plus propre possible. Ensuite, tous ces câbles ils vont monter et puis ils vont se raccorder ici, là-bas dessous, là, dans la phase et le neutre de chaque disjoncteur. Ok. Donc phase et neutre c'est toujours indiqué. En réalité, c'est le neutre qui est indiqué ici, là, sur la face avant du disjoncteur. Il y a toujours un petit décalage entre les deux bornes qui sont dessous. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est légèrement en avant de l'autre. Donc ça, c'est à prendre en considération quand vous allez faire votre remontée. Alors, je vous montre comment je fais. Donc là, j'ai coupé ma phase. Et mon neutre, je vais le couper toujours un petit centimètre en retrait parce que je sais que entre ma borne de phase et ma borne de neutre, j'ai ce petit décalage que je vous ai montré tout à l'heure. Et à partir de maintenant, je vais faire toujours la même pliure ici, là, comme ça. Et comme ça. L'idée, c'est de toujours laisser les mêmes longueurs de câble. Ça permet d'être plus propre à la fin. Une fois que j'ai fait ça, là, je dénude ici. Je dénude là. Ok. Et là, je viens mettre mon neutre dans la borne des neutres. Voilà. Et ma phase dans la phase. Alors, on dénude toujours les câbles de la même longueur. L'idéal dans un tableau électrique, c'est qu'on voit le moins de câbles possible. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que ma gaine protectrice de mon câble, elle est légèrement en dedans, mais elle s'en approche pas, quoi. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être précis. Et ça, c'est vous qui devez prendre l'habitude, en fait, au moment de dénuder, de la longueur que vous allez faire. En gros, si je devais vous dire en millimètres la distance qu'il faut mettre environ 8 mm. Ça, là, je vérifie, mais ça, c'est l'alimentation de l'unité intérieure de mon gainable. Donc ça, c'est l'alimentation du airzone. Donc là, pareil, je fais la même pliure. Je fais la même coupure en termes de longueur. Je coupe le neutre 1 cm en retrait par rapport à la phase. Et je dénude environ 8 mm ici et là. Une fois que je fais ça, je prends avec mes doigts, là, je fais toujours la même pliure. D'accord ? Si vous en tenez au geste, en fait, à la fin, ça sera parfait. Ne vous faites pas de soucis avec ça. Là, je me mets dans le neutre. Et là, ma phase.
Première rangée, voilà. Là, elle est câblée. J'ai toutes mes lignes qui correspondent à la première rangée qui sont branchées. Il y en a juste une sur laquelle j'en ai deux. Donc j'en ai deux parce que je récupère en fait deux lignes de prise. Allez, rangée numéro 2. Bon, voilà une partie du tableau câblé. Donc, je vais vous faire un petit peu des zooms comme ça vous regardez. Donc là, on a l'interdispositif de coupure, l'interdif qui allume cette rangée-là, l'interdif qui allume cette rangée-là et là. Et là, vous voyez que dessous, tout est câblé. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Hein. Alors moi, je suis pas un électricien ayatollah non plus de l'esthétique, mais je sais quand même que ce soit organisé. Parfois, on tombe sur des tableaux, particulièrement dans le tertiaire, dans l'industrie, on tombe sur des tableaux électriques, c'est des œuvres d'art. Les mecs, on a l'impression qu'ils utilisent des cintreuses exprès pour cintrer tous les câbles exactement au même endroit, au millimètre, etc. Bon, je suis pas sûr que ce soit tout à fait nécessaire pour l'application. Sauf à se faire plaisir, mais enfin, encore faut-il pouvoir se faire plaisir en y passant plus de temps que ça. Là, maintenant qu'on a câblé l'ensemble des lignes, on va câbler les amont. Qu'est-ce que c'est les amont? Les amont, c'est les alimentations générales de chaque rangée. Ok. Donc là, l'idée, c'est que sur un tableau comme ça, alors c'est valable aussi pour l'habitation, on doit pouvoir, sur un seul interrupteur, couper 100% du courant du tableau électrique. Ça s'appelle une coupure d'urgence. Ça, c'est théoriquement nécessaire. C'est-à-dire que soit vous avez votre disjoncteur d'abonnés qui est à côté de votre tableau général, et à ce moment-là, le disjoncteur d'abonnés sert de coupure d'urgence. Soit sur votre tableau électrique, s'il n'est pas à l'endroit du disjoncteur d'abonnés, ça arrive très souvent dans les habitations, eh bien il faut qu'il y ait un seul interrupteur qui coupe tout. Il faut imaginer le cas d'extrême urgence, où il y a un gros problème dans le logement, il faut qu'en une seule opération, on puisse couper 100% du courant. Donc là, dans mon cas, j'ai été obligé sur ce tableau-là de mettre un dispositif de coupure. Donc c'est un intersectionneur simple, 2 pôles, qui vient couper mon alimentation générale. De cet intersectionneur, on va alimenter le premier interdif ici, le deuxième et le troisième qui eux-mêmes vont faire la coupure pour chacune des rangées. Okay. Donc on va faire les amants et ensuite il ne restera plus que les barrettes de comptage à mettre et ce tableau électrique qui sera terminé. C'est exactement la même chose chez vous pour une habitation. Bon, la manière de faire les amants. Déjà on va regarder bien sur le tableau qu'est-ce que ça va être les amants. Okay. Donc les amants, ça va être l'alimentation de chaque rangée. Okay. Là, j'ai mon câble d'alimentation générale. Celui-là, il va rentrer ici, dans mon intersectionneur de coupure de pôle qui est ici. D'accord. Il va rentrer là et puis il va être coupé ou pas par ce disjoncteur. Il va ressortir d'ici. Et ce disjoncteur-là, à partir de là, donc ça c'est mon général, je dois alimenter le dessous de cet interdif, le dessous de cet interdif et enfin le dessous de celui-là. Okay. Alors en pratique, on va pas monter 1, 2, 3 câbles et tous les raccorder. Ici, c'est pas fait pour, d'accord. Dans ce genre de borne, on a usage de dire que 2 câbles, par exemple là je vais les câbler en 10 mm², 2 câbles de 10 mm² dans une borne comme ça, même si ce sont des très grosses bornes parce que c'est fait exprès, eh bien c'est un maximum, d'accord. Donc pour ne pas mettre plus de 2 fils électriques de 10 mm² dans chaque borne, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de là, on va venir ici dans celui-là, de celui-là on va repartir de là, on va venir dans celui-là, et de celui-là on viendra s'alimenter par là, d'accord. Donc en faisant ce schéma-là, on va pouvoir avoir uniquement 2 gros câbles par borne. Ça, ok, ça c'est une façon de faire, c'est la façon artisanale, la façon un peu laborieuse, qui accessoirement est la plus économique. Hein. Donc vous avez toujours en général, quand vous tirez un câble d'alimentation générale, une chute, et bien cette chute elle vous sert à faire les amants. Bon, il y a quelque chose qu'on peut dire par rapport à ça. Il y a ceux qui veulent pas trop s'embêter, mais moi j'aime pas trop ça, qui utilisent du fil souple pour faire leurs amants. Du fil souple, c'est autorisé, il n'y a pas de difficulté avec ça. L'avantage, c'est que c'est vachement facile à préparer. Le seul problème du fil souple, c'est qu'on ne lui fait pas passer exactement aux endroits où on veut passer.
Donc si on est toujours dans l'optique de faire un tableau électrique qui soit agréable à l'œil, eh bien le fil souple en général c'est raté. La deuxième option, c'est l'option des électriciens très très riches, enfin non j'exagère, mais des électriciens qui veulent gagner du temps et qui achètent des amont rigides. Les amont rigides, ce sont des amont qui sont vendus par le fabricant des disjoncteurs et des interdifs et qui va permettre en fait avec des petites barrettes isolées protégées de raccorder l'interdif du haut à l'interdif du bas, etc. en fonction du nombre de rangées que vous avez. Ça, pas de difficulté, ça m'arrive très souvent de le faire. En réalité, si c'est dispo, quand je fais ma commande, je les prends en règle générale, mais là, toujours pareil, Covid oblige, il n'y a plus rien, il y a la moitié des références en stock, donc en fait, au moment où j'ai commandé mon tableau, ça n'était pas dispo. Donc je vais faire des amonts de manière traditionnelle, et je vais faire ça avec du câble traditionnel, rigide. L'idée c'est qu'on va préparer le câble, on va le cintrer, on va lui faire prendre un certain passage, on va le dupliquer à chaque fois parce qu'à chaque fois il y aura la phase et le neutre. On va faire ça le plus propre possible et avec les chutes de câble que l'on a. On fait très attention quand on fait ça à ne pas abîmer la gaine autour du câble rigide parce que souvent quand on veut cintrer un peu ces fils électriques qui sont un petit peu gros, on peut les endommager. Et dans un tableau électrique, je vous rappelle qu'il ne doit pas y avoir de laiton nu alimenté. Donc la protection autour du fil est très très importante. On est méticuleux et on fait attention. Je vous montre comment on fait. Là, on va devoir, avec ces deux câbles, faire une jonction entre ici et ici. Ok. Donc ça, c'est un petit cache de protection parce que du coup, ici, c'est toujours alimenté même si l'interrupteur est sur off. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit cache de protection avec un signe, attention, courant. Ok. Donc là, je vais passer, il faut que je définisse à quel endroit je vais vouloir passer. Moi, je pense que je vais passer par l'arrière, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc en réalité, je vais avoir un câble qui va sortir comme ça, qui va descendre, qui va passer en arrière, qui va monter, puis qui va refaire une pliure comme ça et une dernière pliure pour rentrer dedans. Et ça, je vais le faire en deux exemplaires puisque cette borne-là et cette borne-là sont parfaitement superposées et celle-là aussi. Donc en réalité, je vais travailler un des deux câbles. Une fois que j'aurai ma forme parfaite, eh bien, je vais simplement la dupliquer sur le deuxième. Ok ? Donc là, celle-là, elle est faite. Je vais la tester pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Donc je passe derrière comme ça. Je viens ici et là je vais me mettre donc dans le neutre qui est ici là et le neutre qui est ici. Voilà, là je constate quoi? Je constate que c'est très bien, d'accord? Ok, donc là c'est le même topo, je vais devoir accorder cette borne ici à la borne qui est là, d'accord? La seule différence, c'est que je ne suis pas superposé. À un moment donné, je vais devoir un tout petit peu me dévier, d'accord? Enfin, ça ne va pas aller chercher bien loin. Donc là, c'est le même principe. Allez, on va faire un petit essai juste pour être sûr. Donc lui, il va aller comme ça, là, ici, et là, ici. Ok. C'est parfait, parfait, parfait. Donc ça, je vais le copier, puisque ça, c'est tout à fait ok. Ok, donc là, amont de là à la fait, de là à la fait, il manque plus que de là à ici. Allez, maintenant il me reste plus qu'à câbler ça, là, d'accord, mon alimentation générale. Tous les amont sont faits. Donc je vous montre un peu en gros plan. Donc on a ça ici qui monte là, ici qui monte là, ici qui monte là et le dernier petit pont qui amène ici. Et tout ça préalablement est alimenté par l'eau. Donc le courant arrive d'en haut, passe à travers l'intersectionneur, il est balancé sur les bornes basses de cet interdif là, d'accord, qui va ou pas alimenter la ligne. De la même manière ici, hop, on vient ici, on alimente le bas de cet interdif qui va ou pas alimenter la ligne. Et pareil pour la troisième rangée. Voilà. Ça, c'est des amonts à pas cher que je trouve très bien. Et en plus de ça, voilà, avec du fil comme ça permet de les organiser pour que ça soit un petit peu organisé, quoi. Ok.
Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Il faut faire attention là qu'on n'ait pas de câble apparent, d'accord, sur les amont. Il faut vraiment que la gaine, tiens, là je suis un petit peu limite, vous voyez, bon, j'exagère parce que je me mets en bas, mais je suis un tout petit peu limite, on voit un tout petit peu du cuivre, d'accord. Ça, si on peut, on évite. Voilà, honnêtement, c'est parfait, hein. Là, si Veritas venait me contrôler, je serais ok, mais voilà. Bon, voilà pour les amont. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Il nous reste à faire les vérifications, ça je vais vous montrer après, et les barrettes de pontage qui vont venir là au-dessus. Les barrettes de pontage, alors moi, j'ai pour habitude quand je pose des tableaux électriques avec la marque Schneider, là, que j'aime beaucoup, ça dit en passant, parce que je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est parfait. Ce qui est un peu moins facile à trouver maintenant chez les fournisseurs professionnels de matériel électrique, mais relativement facile à trouver en ligne et du coup accessible à tous. Je ne devrais pas le dire, mais nous les artisans se met maintenant à commander le plus souvent le matériel électrique, enfin pour ma part en tout cas, le matériel électrique chez des fournisseurs de vente en ligne, parce que finalement mon fournisseur historique il n'arrive jamais à s'aligner. C'est un peu dommage, c'est sans doute la fin de ces fournisseurs à terme, mais enfin peu importe. C'est du service en moins, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Donc voilà, donc tout ça pour dire que Schneider, c'est une gamme de disjoncteurs modulaires que j'aime beaucoup. Et quand je câble un tableau Schneider, j'utilise comme ça globalement que des disjoncteurs à vis, des interdifs à vis classiques. Ils sont légèrement moins chers, mais c'est pas forcément pour cette raison-là que je les utilise. J'aime pas trop les contacteurs rapides pour les tableaux électriques. J'ai eu une fois une mauvaise expérience avec un disjoncteur à contacteur rapide. Vous savez, ce contacteur qu'on ne visse pas simplement, on glisse le fil à l'intérieur. Et du coup, je me dis, c'est problématique d'avoir un doute quand on fait quelque chose. Donc, je suis repassé à la vis. Et je préfère, à vrai dire, parce que je sens un petit peu mon couple de serrage. Je suis plus sûr de moi, ça me rassure. C'est comme ça. Bon, bref, chacun fait comme il veut. S'il y a des électriciens qui regardent un jour cette vidéo, qui nous disent dans les commentaires ce qu'ils utilisent, ça peut être intéressant pour tout le monde. Les peignes, les voilà. Donc ça c'est relativement pas mal. Ça je conseille, c'est des peignes donc qui prennent la phase et le neutre. C'est la marque Schneider, donc c'est bien adapté à notre modulaire qu'on a en face de nous. Il y a des petits bouchons pour venir obturer les éléments qui seront pas utiles. Et ça c'est très intéressant, enfin selon moi en tout cas. Et ça, on pourrait croire que ça vaut très cher et en réalité pas du tout. Ça c'est quelque chose que j'ai dû acheter là, quelque chose comme 4 € hors taxe, je crois, ou 4,50 € hors taxe. Ce qui fait 5,50 € TTC, c'est franchement deux peignes classiques comme ceux que j'utilisais, enfin ceux que j'utilise toujours des fois, hein, parfois, mais des peignes comme ça, voilà. Ça c'est des peignes classiques, je sais plus combien ça vaut, mais chez Legrand ça doit vite valoir 2 €, 2 et 2, 4, voilà, pour 1,50 €. J'ai une barrette qui comprend les deux, c'est quand même vachement plus propre. C'est parfaitement adapté au niveau de la sortie des interdifs là-haut. Et j'ai les petits bouchons qui sont ici, qui sont très pratiques. Je vais vous montrer après pourquoi. Ok. Donc là, on va installer les peignes sur le tableau électrique. On ne va pas les couper parce qu'on va ces petits bouchons qui vont nous permettre de créer une réserve. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est parti. Et là, vous voyez qu'en fait, mon peigne, il est parfaitement adapté au disjoncteur que je mets. Voilà. C'est compact, c'est vachement bien sécurisé parce que le plastique est vraiment complet dessus. Et on a ces petits bouchons qui permettent de venir ici, comme ça, obturer les éléments dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Mais soyons bien clairs, mes petits canards, ça c'est très intéressant d'avoir ça en réserve. C'est bien protégé. Si un jour on veut venir ajouter des disjoncteurs modulaires, on peut le faire. Voilà pour un peigne. Donc là il est installé, il n'y a rien de plus facile. Hein. Vous comprenez bien qu'en fait les deux premières bornes, la phase et le neutre, eh bien en fait elles sont parfaitement adaptées à la sortie de mon interdif qui est ici. D'accord. Et il y a un petit décalage parce qu'on n'est pas tout à fait dans l'alignement des phases et des neutres des disjoncteurs, plus le décalage lié à la conception même de ce genre de disjoncteur, c'est parfaitement adapté. Une fois qu'on a fait ça, quand on met le peigne, juste j'attire votre attention sur un point, c'est qu'on vérifie bien que notre bloc de disjoncteur, il est parfaitement aligné, d'accord. Parfois, on est un peu en contrainte avec les fils, si on n'est pas forcément très organisé, on peut avoir une barrette qui est légèrement de biais, c'est-à-dire légèrement comme ça, si j'exagère un petit peu, d'accord. À partir du moment où vous allez visser votre barrette de pontage, eh bien, en fait, dites-vous bien que vous n'allez pas réussir à corriger ça. Alors, ça peut ne pas poser de problème au stade où vous en êtes, mais ça va poser un problème quand on va venir mettre le cache final du tableau électrique, parce qu'en fait, ces disjoncteurs, il faut bien qu'ils sortent dans les trappes qui sont prévues à cet effet. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vérifie qu'ils me paraissent bien droits. Je viens visser la dernière borne phase en haut de mes modules. Voilà. Et je viens visser la première
À partir du moment où j'ai fait ça, eh bien, je sais que j'ai un petit peu figé ma rangée dans la bonne position. Pour l'instant, on n'est pas des ayatollahs du serrage, hein. On fait que des serrages individuels. Et on met un petit peu de serrage, pas beaucoup plus. Alors, j'en profite pour vous faire un petit laïus sur le serrage. Pour le serrage des bornes, d'abord, on n'utilise pas une visseuse, d'accord? Quand on utilise une visseuse, on a le risque de serrer trop fort. Et puis surtout, quand on utilise une visseuse, on ne sent pas les choses. Quand on serre les bornes, quelles que soient les bornes dans un tableau électrique avec un tournevis, d'abord, on s'assure que le tournevis soit récent et en bon état, hein, d'accord? Il ne faudrait pas commencer à abîmer les vis des disjoncteurs, parce que si vous faites ça, après, c'est vraiment dommage. Donc un tournevis en bon état. L'avantage quand on serre, c'est qu'on sait si on est sur le cuivre ou pas. Très rapidement, vous allez voir, une fois que vous aurez serré une dizaine de bornes, vous allez comprendre quand vous serrez que vous allez presque sentir le cuivre s'écraser. Donc c'est important au niveau de la sensation, parce que parfois il arrive qu'on rentre le fil du mauvais côté de la borne, enfin, dans le trou, si vous voulez. Si la vis n'est pas correctement dévissée, on peut aussi se mettre derrière. Et parfois, on croit qu'on a serré, en réalité, on n'a pas serré. Si on est sur du cuivre, quand on serre, on sent bien qu'il y a toujours la même forme de résistance, c'est-à-dire la même forme d'écrasement, si je peux dire, des choses comme ça. Et donc, du coup, on a la certitude d'être correctement câblé. Ça n'empêchera pas de faire des vérifications comme on les fera tout à l'heure. Dernière chose, dans les règles d'art et dans l'absolu, il faudrait presque utiliser un tournevis dynamométrique pour serrer les bornes de serrage. C'est déjà, par exemple, le cas chez les électriciens qui travaillent, par exemple, chez EDF. Quand ils posent des tableaux électriques, enfin des compteurs électriques, pardon, des disjoncteurs d'abonnés, ils utilisent un tournevis dynamométrique. Ça, c'est pour ne pas trop serrer. Comme toujours, il ne faut pas exagérer les choses, c'est-à-dire qu'on ne serre pas de toutes ses forces une borne. On va endommager le système, et si on endommage le système, eh bien, c'est là qu'il y a potentiellement un risque. Donc, on serre, mais de manière raisonnable. Avec le cuivre, il y a une caractéristique qui est assez surprenante, c'est qu'une fois que vous allez serrer tout votre tableau électrique avec le même couple de serrage, si vous y revenez dessus pendant 1 heure après, par exemple, eh bien, vous allez sentir que vous allez pouvoir encore un petit peu serrer, comme si, genre, il manquait un petit peu de couple de serrage. Ça, c'est particulier, c'est lié au cuivre, c'est comme ça. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est une fois que vous avez fait tous vos serrages, quelques heures après, vous y revenez, vous mettez vraiment un tout petit coup. Il faut être raisonnable, parce que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Pas besoin de serrer comme un sourd. Ok ? Ok, donc maintenant c'est le moment des vérifications. Quand on fait un tableau électrique, eh bien, en réalité, on câble là, je sais pas moi, une centaine de fils, on visse environ au moins 200 vis. Donc potentiellement, il faut bien se dire qu'on n'est pas à l'abri d'une petite erreur d'inattention. À un moment où le téléphone a sonné, à un moment où on a été dérangé par quelqu'un, enfin bref. Et comme globalement tous les accidents électriques dans les logements et ailleurs d'ailleurs arrivent et proviennent la plupart du temps d'un mauvais serrage d'un câble électrique, c'est quand même la chose la plus commune, la plus courante. Il faut bien se dire qu'une petite vérification, c'est pas mal. Alors, moi pour la vérification, je fais 2 étapes. La première, c'est que je prends chaque fil individuellement avec ma petite pince. Je ne serre pas comme un sourd sur le fil parce que je ne veux pas abîmer le gaine isolante qui est autour, hein, évidemment. Mais je viens simplement vérifier sur chaque fil qu'il n'y ait pas, quand je tire un petit peu dessus, quelque chose qui me paraisse étonnant, bizarre, et dans ce cas-là, je vérifie évidemment, et ensuite je fais une vérification de toutes les bornes de serrage, donc c'est-à-dire je reviens sur toutes mes bornes avec mon tournevis et je viens mettre le même couple de serrage de partout, et là, comme ça, je ferme mon tableau électrique, je pars du chantier, j'ai l'esprit tranquille, je sais qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, notre tableau, il est quasiment terminé. Suite à la vérification, je vais faire les habillages du tableau, c'est-à-dire remettre l'habillage du tableau, ça honnêtement, c'est pas très compliqué, et l'étiquetage. Soignez votre étiquetage pour votre tableau électrique, parce que quand vous le faites, le tableau électrique, vous croyez que vous allez vous souvenir que le disjoncteur du chauffe-eau, il est en haut à droite. Mais en fait, dans 6 mois, vous allez oublier. Et donc, du coup, vous serez bien content d'avoir correctement fait votre repérage et votre marquage sur votre tableau électrique. Voilà. Donc, la vérification, méthodiquement, on part de là, on prend chaque câble individuellement et on vient vérifier qu'il n'y ait aucune forme de mouvement. D'accord ? Bon, rien à signaler. Petit serrage.
Ok, donc voilà, vérification faite. Maintenant, on va s'occuper de remettre les caches du tableau électrique. Donc là, j'ai ma façade avant et là, j'ai deux petits caches. Il y en a un qui va en haut, un qui va en bas, un qui est très quadrillé là, vous voyez, avec des fragilités pour pouvoir le découper facilement. Donc sans doute que celui-là, je le mettrai en haut parce que c'est là que j'ai le plus de câbles qui passent. Et un qui l'est moins, mais c'est pas grave. On va le mettre ici et lui donc il viendra comme ça. Et je vais faire la découpe dedans du passage de mes câbles. Ok. On a ici là un petit espace dans lequel il y a des petits accessoires livrés avec le tableau électrique qui sont dans ce sachet, qui sont les petites bandes qui sont là. Ça sont des bandes en plastique avec des petites bandes en papier qui permettent de noter des choses dessus et de venir se clipper dans cet espace que vous voyez ici là. Donc ça, ces bandes elles vont venir comme ça. Donc avant de mettre là mes caches sur mon tableau électrique, je vais profiter du fait que ici sur chaque disjoncteur là juste au-dessus, j'ai fait mes petites notes au stylo bille, d'accord, de qu'est-ce que c'était comme ligne pour se faciliter un petit peu la tâche. Une fois que j'aurai ça en finition, mes notes ne se verront plus, d'accord. Par contre, on veut les retrouver sur les capots. Donc là, en fait, en réalité, je vais dupliquer les indications qu'il y a là. Bon, qui sont plus ou moins les mêmes que ce que j'avais préparé ici, hein, mais enfin, je vais les dupliquer sur le tableau pour pouvoir faire un dictage correct et ensuite mettre mes caches de finition. Et ensuite, ensuite, je vous annonce que on fera un petit essai, on va se faire plaisir, on va mettre le jus, mais pas tout est terminé dans le local. Il manque du luminaire, il manque beaucoup de choses. Donc voilà, mais enfin, le tableau électrique sera terminé. Allez, une dernière petite astuce parce que j'aime bien les astuces. Voilà. Quand on capte comme ça un tableau électrique et qu'on est sur un chantier qui est encore en cours, il y aura pas mal de choses encore qui vont être faites, pas seulement par nous, mais aussi peut-être par d'autres intervenants. Parfois, il convient de sécuriser un peu le tableau électrique. Il y a sans doute des lignes sur lesquelles, eh bien, il n'est pas bon d'envoyer le courant pendant le chantier et on n'est pas à l'abri que quelqu'un monte un disjoncteur et à ce moment-là, qu'il y ait un risque. Par exemple, imaginons, bon, bref, peu importe. Vous avez bien compris le principe. Donc ça, c'est commandé en Chine sur Internet. Ce sont des petits bloqueurs de disjoncteurs. Je vous montre ça. L'idée, c'est que ça se présente comme ça. Vous avez ici un petit bouton poussoir, vous appuyez, ça sort deux petites tiges en métal et qui viennent en fait prendre le côté du disjoncteur, d'accord? Et à partir du moment où vous avez installé ça, vous ne pouvez plus monter votre disjoncteur, ça fait une forme de sécurité, c'est un petit témoin qui dit attention, par exemple cette rangée-là, il ne faut pas l'allumer. Là ici, eh bien, tiens, le sèche-serviette, je veux pas qu'il puisse être monté parce que pour l'instant le sèche-serviette n'est pas monté. J'appuie sur le bouton, je me mets sur le côté là des interrupteurs. En réalité, sur les petits côtés là, vous voyez qu'il y a toujours un petit trou. Et ça, c'est fait pour installer ce genre de bloqueurs. C'est des bloqueurs qui permettent de mettre en sécurité certaines lignes sur les tableaux électriques. Voilà, petite astuce rapide. Voilà, le petit canard, c'est fini. C'est fini, allez, je vous montre. Je vous montre de près. Coupure générale, coupure rangée, clim, air zone, éclairage. Objectivement, si vous êtes un peu bricoleur et que vous avez un peu des notions d'électricité, c'est pas infaisable. Je ne peux pas vous pousser à le faire parce que c'est quand même un métier un peu réglementé et qu'il y a toujours un danger lié à des éventuels problèmes qu'il puisse y avoir. Mais enfin, ce tuto, il est là pour vous donner un peu des petites idées de la difficulté de faire un tableau électrique. J'espère que ce tuto vous a rendu service. S'il vous a rendu service, eh bien, vous savez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez mettre des likes, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez envoyer des commentaires. Si vous avez des questions d'ailleurs, envoyez-les dans les commentaires, j'y répondrai. Parce que si vous avez des questions, c'est que j'ai oublié d'expliquer certaines choses. Même si on ne peut pas tout expliquer, mais enfin, le plus possible, j'essaie pour l'instant de répondre aux commentaires et j'y arrive, il n'y a pas de difficulté avec ça. Parallèlement, si vous m'envoyez un petit commentaire, franchement, c'est sympa parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Voilà.
Multicanard, à bientôt pour de prochains tutos en électricité et puis plein d'autres choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur ma chaîne. Il y en a plein de sujets différents. Voilà, vous serez les bienvenus et un grand merci pour votre confiance. Bye bye, à bientôt.